Salut à toutes et à tous, j'espère que ça cartonne les amis. Pour ma part, ça cartonne 2 fois plus vu que je vous propose cette dernière vidéo cinéma dans la rubrique du même nom, cinéma, pour conclure officiellement ces 2 anciennes rubriques. Ça y est, c'est clair et net, c'est officiel, elles sont conclues toutes les deux, une bonne fois pour toutes, pour laisser place aux 2 nouveaux concepts qui, je le rappelle une dernière fois, jamais 205, parce que ça va faire bien 5 fois que je le rappelle. Séquence doublage, donc qui sera un petit peu un mélange de cinéma et d'imitation, vu que si vous avez observé dans certains films, en particulier les films d'animation, dans les bonus on vous présente le making-of avec les comédiens qui, en face d'un écran, doublent les voix des personnages, enfin prêtent leur voix aux personnages afin de donner vie à ces derniers, tout simplement. Et personnalité du jour qui est simplement un concept où je vous fais également travailler en quelque sorte, où je vous fais participer, voilà, car ça sera tout simplement l'imitation d'une personnalité, d'une célébrité, d'un humoriste, d'un chanteur, etc., que je vous proposerai en vous mettant pour toutes les vidéos de ce concept dans la description uniquement ma liste d'imitations plus le lien de ma page Facebook, parce que ouais, j'ai une page Facebook, enfin en raccord avec ma chaîne. Pour que vous puissiez à chaque fois faire votre choix, donner également vos impressions au passage. Alors, c'est la rentrée, vous l'aurez vu dans le titre Ciné Belge plus Ciné Raté. Pourquoi? Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Ciné Belge pourquoi? Alors profitez, pour ceux qui découvrent cette vidéo avant la dernière de la rubrique jeux vidéo, de ce décor, car vous ne le verrez plus. Alors, pourquoi je fais juste une insistance sur le décor? Tout simplement parce qu'à la base, je devais faire cette vidéo en vacances dans un mobil-home familial qui se trouve à la côte belge, près de Ostende. Et malheureusement, ça s'est pas fait parce que je devais y aller avec des potes. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse et je voulais changer un peu de ne pas y aller avec les parents. Et ça n'a pas pu se faire, donc résultat, je suis obligé de le faire dans ma chambre qui est en plein déménagement parce que ce week-end, ça y est, j'ai mon studio. Alors, on va pas perdre plus de temps. J'ai pris des fiches parce que voilà, j'ai toujours pas trouvé moyen d'illustrer ça. Et tout simplement, je voudrais vous parler donc ciné belge de films adaptés de BD franco-belges et qui ont su faire plus ou moins parler d'elles, aussi bien en positif qu'en négatif. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec la saga Astérix. Alors, adaptation donc bien entendu de la BD de Hubert Tizot. Je sais jamais, je devrais normalement me renseigner sur les noms, enfin, histoire de bien les prononcer et de pas fourcher dessus, parce que il y a encore eu pour les vacances la je ne sais combienième rediffusion d'Astérix chez Cléopâtre en dessin animé. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une recette qui marche, donc voilà. Alors, on perd pas de temps, donc pour ce qui était du premier, je vais le faire bien entendu dans l'ordre, j'ai fait dans l'ordre alphabétique pour tous les films, et par ordre de réalisation quand il s'agit d'une saga. Donc pour le premier, la mise en bouche est plutôt difficile mais appréciable, car bien sûr adapter une BD en film, donc c'est un risque un peu à prendre. Donc, mais c'est appréciable par le travail d'acteur, en particulier des deux personnages principaux, du talent de Christian Clavier et de Gérard Depardieu, qui deviendra notre Obélix à nous. Hein, à l'époque, le chef à bras raccourcis, si je ne me trompe pas, est tenu par Michel Galabru. Et le rôle du méchant, entre guillemets, aux côtés de Jean-Pierre Castaldi, est tenu par pas Umberto Tozzi, mais oh le trou, oh le blanc, je veux dire. Ah, cet acteur qui joue dans La vie est belle. Roberto. Bah, je suis désolé. Bah, si jamais vous le connaissez, laissez-moi dans les commentaires. J'essaierai de me rattraper de cette erreur. Alors, le deuxième, donc Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le meilleur de la saga. Très clairement. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, une brochette d'acteurs sur lesquels il n'est pas obligé, il est inutile de revenir. On a bien sûr toujours Christian Clavier dans le rôle d'Astérix et Gérard Depardieu pour Obélix, Jamel Debbouze, Gérard Darmon, Édouard Baer, enfin j'en passe des meilleurs quoi.
Surtout que la réalisation de Alain Chabat, à la fois devant et derrière la caméra, hein, donc rien à redire. C'est celui qui nous réalisera bien entendu d'autres œuvres comme Le Marsupilami, mais ça, on va y revenir. Alors, numéro 3 par contre, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques descendent vers plus de la médiocrité, malheureusement. Hein, c'est, enfin, pour pas dire de la déception, parce que ça, la déception, ce sera pour le numéro 4, parce qu'on a le surjeu de Benoît Poelvoorde, et on a perdu Christian Clavier pour le rôle d'Astérix, on se retrouve avec Clovis Cornillac. Est-ce qu'ils ont voulu donner un coup de jeune au personnage? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça n'équivaut pas à son travail d'acteur. Depardieu reste Obélix, mais ça ne sauve pas l'ensemble du film, vu que l'aventure tourne principalement autour du personnage interprété par Stéphane Rousseau, en plus d'un excès mais énorme d'effets spéciaux de toutes sortes. Et alors, pour le numéro 4, ah oui, ça j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, je préciserai si j'ai vu le film ou pas, et si je l'ai en DVD. Donc le numéro 4, pas vu, mais à mon avis ça va aller mieux, parce que c'est le plus décevant des 4, d'après ce que je sais. Toujours avec une brochette d'acteurs, mais là, bon, bah c'est pas... Ça équivaut pas les deux premiers films de la saga, hein. On a toujours le même Obélix. Édouard Baer dans le rôle d'Astérix, alors même si pour moi, côté physique, c'est lui le meilleur Astérix, jeu d'acteur, j'en sais rien, mais à mon avis, ça n'équivaut toujours pas très loin de celui de Christian Clavier. On a, d'après ce que je sais, un scénario sans queue ni tête, avec un mélange même de plusieurs BD, donc ce qui fait que on est complètement tiré à quatre épingles, on ne sait pas ce qu'on suit. Il y a les Vikings, les Bretons et les Normands, je sais si je me trompe pas, enfin c'est plusieurs BD en même temps, donc on ne s'en sort pas. Passons ensuite à la deuxième languette donc, des films. On va commencer par celui qui se trouve tout à gauche, bien entendu, Les Bidochons. Je ne l'ai pas vu. Alors non, je ne suis pas en train de bugger, mais le problème c'est que déjà le concept, l'idée de faire un film sur les Bidochons, je dis pas que c'est pas des personnages pas intéressants, mais ils sont pas super charismatiques non plus, déjà, hein, pour les BD. T'adaptes un film dessus, j'ai envie de dire, what the fuck, tu prends des héros pas passionnants, tu leur fous à mon avis une histoire à la con. Et alors jamais diffusé, et pourtant en DVD, mais à mon avis on comprendra pourquoi. Ensuite, nous avons ce qui a été pour 2013 la soi-disant comédie familiale de l'année. Boule et Bill, l'adaptation. Alors, c'est un travail que j'apprécie personnellement. J'ai pas vu le film, mais j'aurais bien aimé voir ce que ça a rendu. De toute façon, vous savez, des fois on vous met des téléviseurs en projetant le film qui peut ou bien faire tourner la bande-annonce en boucle ou bien se dérouler sous vos yeux. Moi j'ai vu la fin du film, enfin pour être exact j'ai vu une course-poursuite de deux voitures. Pour ma part je ne sais pas ce que Franck Dubosc faisait là-dedans. Je ne le voyais pas du tout dans un film comme ça, surtout pour le rôle du père vis-à-vis de la BD. Je trouve les personnages plutôt attachants pour le peu que j'ai vu, peu de vidéos que j'ai vues dessus. Après, alors comédie, oui, familiale, pourquoi pas, mais de l'année, je ne pense pas. Hein. Même Anthony Ducignaté, que je salue au passage, et c'est pourquoi j'ai une deuxième partie pour lui, confirme ça. Ensuite, donc, on va faire tir groupé sur les deux du Cobu. Alors, j'ai vu ni l'un ni l'autre. D'après ce que je sais, c'est un début plutôt mitigé pour le premier. Il y a quand même un bon respect du personnage de Ducobu, également pour sa créativité à imaginer différents stratagèmes afin de tricher en copiant sur sa chère voisine, Gratin. D'ailleurs, Léonie Gratin, globalement bien exploité. Par contre, Monsieur Latouche, un peu exagéré par le travail d'Elie Semoun. Après, c'est peut-être un personnage qui lui a collé à la peau, peut-être même un peu trop. Pour le numéro 2, le rôle principal est interprété par un autre jeune homme dont je n'ai pas le nom, un nouveau du Cobu, quand même mieux travaillé, une Gratin toujours bien respectée, et là, un Monsieur Latouche un peu plus soigné, pour une histoire tout aussi originale et inédite des BD, assez sympa. Les élèves en vacances au même endroit que Monsieur Latouche, avec une histoire de quête. Oh. Une suite donc bien meilleure. Ensuite, passons à la languette suivante et on va commencer avec les deux Garfield. J'ai eu le DVD du premier, j'ai vu les deux, mais je n'ai plus le DVD. Alors, une comédie pour moi assez sympa, qui respecte bien l'univers de la BD.
on met en scène le chat le plus paresseux du monde, donc on va dire que sur le coup c'est pas grand chose à adapter sur le papier, hein, sans cesse affamé, flemmard, inactif, mais les personnages sont attachants, l'histoire peut être un peu moyenne entre la relation entre Garfield, entre la première rencontre entre Garfield et Odie. Pour ce qui est de la voix, l'interprétation de Koei pour le personnage, dans les deux films, il faut savoir, est pas mauvaise. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. On aime ou on n'aime pas, pour ma part, ça m'a plu. C'est pas désagréable. La suite est bien plus sympa, tout aussi originale, avec les mêmes personnages, plus un deuxième Garfield en tant que prince. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu. Après, faut le voir pour l'apprécier. Moi, personnellement, Garfield, je n'ai rien contre. C'est un personnage que j'aime bien. La preuve, j'ai toute la saison de Garfield et compagnie, la saison 1 entière en DVD. Passons ensuite à Largo Winch 1 et 2. Je n'ai pas vu les deux. D'après ce que je sais, les avis sont tout aussi partagés pour les deux, hein, aussi bien dans les histoires que dans le traitement des personnages. On passe ensuite alors tir groupé sur Lucky Luke et les Dalton. Alors, je n'ai pas vu les Dalton, j'ai vu Lucky Luke. Alors, on va commencer par cela. Les Dalton, il faut savoir que même s'ils ont voulu être très respectueux des personnages, au niveau du physique, ben, c'est déjà pas ça. Mais là, l'humour est raté, complètement foiré, les personnages sont pas attachants. Je crois juste qu'en ayant vu la jaquette du DVD, il n'y a que Rantanplan qui soit assez bien fait. Les références sont plus que médiocres au personnage d'origine, en tout cas, en fait, c'est très 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 décevant. Alors que Lucky Luke, c'est mon ordi qui bug, est quand même plus agréable à regarder. Un Dujardin vachement crédible pour un rôle comme celui-ci, pour une histoire assez moyenne, à savoir les origines de Lucky Luke. Hein. Clin d'œil assez amusant à la BD, en rapport avec d'autres personnages, Calamity Jane, Jesse James, Billy the Kids, vraiment sympa. Les personnages secondaires, mais pas excellents pour autant, ils respectent leurs personnages, je dirais, voilà. Un film signé James Hutt. Vous ne savez pas qui est James Hutt? Bon, c'est pas bien grave, c'est celui qui a quand même osé nous proposer, toujours avec Dujardin, donc ce Lucky Luke et un certain Brice de Nice. Un Brice de Nice qui a gardé son look et fait une apparition très furtive dans une autre œuvre de son nom, Elfond, en brun, et aux côtés de l'acteur principal, Jean-Baptiste Monnier. Son premier rôle, il me semble, après Les Choristes en tant que personnage principal. Et c'est celui qui aura aussi nous proposé un film, un certain Un bonheur n'arrive jamais seul, je crois, avec un certain Gad Elmaleh, une certaine Sophie Marceau. Mais à part ça, c'est pas grave si vous connaissez pas James Hutt. Voilà, voilà. Ensuite donc, passons au Marsupilami. Alors, celui-là, c'est le seul que je dirais que j'ai moyennement vu. Je l'ai vu chez une amie, je l'avais pas fini parce que c'est même moi qui ai insisté pour qu'on sorte profiter du beau temps. Donc voilà, j'ai vu le début, j'ai pas vu la fin. J'ai vu en tout cas le premier quart d'heure, je dirais, pour donner une certaine impression du duo de choc qui a été donc Alain Chabat et Jamel Debbouze, donc, qui est tout aussi bien travaillé d'ailleurs de la part de Alain Chabat qu'Astérix chez Cléopâtre. Une adaptation, on va dire, bien, voilà, c'est ni plus ni moins, les effets spéciaux sont plutôt bien travaillés, l'histoire est intéressante, la quête de la créature, il n'y a rien à dire de plus. Michel Vaillant. Alors, Michel Vaillant, je l'ai en DVD. J'ai été agréablement surpris. Je ne connaissais pas la BD, je ne connaissais pas le personnage, et j'étais incroyablement surpris. Avec Diane Kruger, qui elle aura su aussi se faire parler d'elle dans le film Un plan parfait aux côtés de Danny Boone. Le casting est soigné, je ne les connais pas tous pour autant, mais on a Philippe Lelouch, grand comédien, surtout sur scène, qui est très bien, que je vous recommande son travail, comme Fumer, Conduire et Boire vite, ou... Enfin, c'est ça. C'est une des pièces à succès, je veux dire en tout cas, dont il est l'auteur. Les scènes d'action, les scènes de suspense sont vraiment bien filmées. Les moments de course, on est dedans, on est imprégné, c'est vraiment très agréable. Oui, là j'ai pas de fiche parce que j'ai le DVD chez moi, je m'en souviens encore par cœur. J'avais même pris des notes. Il y a des explications sur il y a des références à la BD. Les bagnoles sont super jolies. En tout cas, si vous aimez les films de course, avec une histoire quand même bien travaillée, bien recherchée, ce film, je vous le recommande. Michel Vaillant, le film, franchement, il n'y a rien à redire, le film est comme ça. C'est un film de course comme il y en a très peu. C'est pas genre un reportage de turbo tourné
en mode docu-reportage filmé. Non, non, c'est vraiment une belle brochette d'acteurs. C'est vraiment très sympathique. Ensuite, on va finir avec un film dont j'ai vu le premier volet, je n'ai pas vu le deuxième, je suis assez sceptique au deuxième vis-à-vis du... J'ai vu le 1, donc les Schtroumpfs. Pour les effets spéciaux, ils sont super bien travaillés, des personnages exploités comme il faut. Une histoire et un décor, pour moi, trop classique par contre. Des personnages féeriques, fictifs, se retrouvant dans le monde des humains et cherchant à rattracher ses jeux chez eux, s'attachant aux humains et repartant avec de joyeux souvenirs de plein la tête. Non, voilà, j'ai bien aimé les Schtroumpfs, même si le scénario est assez basique. Une chose que j'ai bien noté et qui me fait vraiment, mais vraiment, vraiment chier, surtout pour des personnages franco-belges. Pourquoi vous faites passer ça à New York? Ok, je veux bien croire que les Américains, ils financent pas mal le film. Ils aident pour les effets spéciaux. Et c'est un minimum évident de leur rendre la monnaie de leur pièce en faisant tourner le premier film dans les États-Unis. Mais le deuxième se passe à Paris. C'est ça qui a fait que j'aurais aimé voir le film. Le seul problème, c'est que dans le casting des Schtroumpfs, nous avons donc dans le premier Schtroumpf maladroit, Schtroumpf grognon, Schtroumpf à lunettes, grand Schtroumpf, Schtroumpf mercenaire, comme on disait. Je sais plus, un Schtroumpf écossais, je sais pas d'où il sort, mais bon, comme le Schtroumpf narrateur, on en découvre plein, des bleus et des pas mûrs. Et la Schtroumpfette, bien entendu, en plus de Gargamel et Azrael. Donc le casting est assez sympa, je me suis attaché au personnage. J'ai même aimé la justification, comment les humains connaissent toute l'histoire des Schtroumpfs. Un clin d'œil à Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, dans une boutique. Franchement, c'est super sympa. Si vous n'avez pas vu le film, je vous garde le suspense, mais découvrez-le. Je trouve au moins que c'est une bonne justification pour essayer de mettre à l'aise les personnages fictifs dans le monde réel. Donc voilà, je trouve ça super sympa, bien trouvé. Pour le numéro 2, donc en plus, le tournage s'est fait dans des endroits de Paris qui sont pas toujours ouverts au public. Donc l'équipe de tournage a pu pénétrer dans des endroits. C'est des travaux dehors, hein, c'est normal. Que les visiteurs peuvent pas avoir souvent accès. Donc là, je trouve que c'était génial. Le problème, c'est qu'on on fait enlever la Schtroumpfette pour le numéro 2. Dans le casting, on retrouve le Schtroumpf grognon, il me semble, le Schtroumpf à lunettes Lipula, le grand Schtroumpf oui, et le Schtroumpf coquet. Et avec du recul, je me rends compte que c'est le seul Schtroumpf un peu efféminé de tout le village. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. L'avis est partagé, en tout cas pour la suite déjà. Mais c'est de nombreuses interventions, ça reprend les nombreuses interventions dans différents films où les Toons s'invitent chez les humains. Hein. Donc il y a Bob l'éponge le film, Roger Rabbit, les Looney Tunes passent à l'action, Il était une fois de Disney, Alvin et les Chipmunks, bref. Voilà. Et enfin, pour finir, les films de Tintin. Alors les premières adaptations, avec Tintin et le mystère de la Toison d'Or, plus Les Oranges Bleues, et enfin le dernier film signé Steven Spielberg, dans lequel Gad Elmaleh a prêté sa voix à un personnage. Faut savoir que Tintin, c'est pas un héros qui m'attire énormément. J'ai vu les deux films interprétés par de vrais acteurs. Je dirais qu'ils sont fidèles au personnage. Voilà. Je sais pas si je sais plus si les aventures-là existent en BD. Il me semble que oui, sinon c'est pas des adaptations. Voilà, ça respecte assez bien l'ambiance des personnages. Après, je crois qu'il y a 2-3 détails quand même dans le film. Tintin, le secret de la licorne, et Rackham le Rouge qui n'ont pas été respectés. Je sais pas pourquoi. On a changé les voix officielles. Pourquoi pas, si vous voulez. Mais voilà, je ne suis pas attiré plus que ça par le personnage de Tintin. Donc, on va dire, affaire à suivre, si je décide de succomber à son charme. Et comme c'est la rentrée, il y a eu la rentrée des Pokémon, nous avons fait la rentrée dans nos classes, et c'est également la rentrée du ciné-raté. Donc voilà, c'est ton moment, Anthony. Donc je tiens à te passer le bonjour, à te souhaiter une bonne rentrée, même si tu m'as dit que sur Facebook, tu n'avais pas de rentrée à proprement parler. Mais voilà, donc avant tout, je tiens à te présenter à nouveau ça. Voilà, donc ça, c'est mes créations personnelles. Comme je vous ai dit, je vais faire des études de dessin. Donc j'avais travaillé sur différents logos pour le ciné raté. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs. J'ai pensé à toi et tu en retrouveras un très prochainement dans une séquence doublage. Je salue au passage d'ailleurs Antoine Gardin aussi de On crève l'écran et le moment critique des Voxmakers, qui aura lui aussi sa propre séquence doublage. Je ne vous en dis pas plus, ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais voilà, Anthony du Ciné Raté, donc déjà bon retour, j'espère que tes vacances se sont bien passées. Moi en tout cas, je sentais déjà la rentrée des films de merde parce que il n'a même pas fallu attendre la date clé pour
que je tombe sur des bousasses cinématographiques avant de reprendre les cours. Pour tout te dire déjà, pour faire un petit topo, j'ai pensé à toi. Et je pense que je ne suis pas le seul pour ceux qui ont regardé la télé assez tard ou des fois le soir, ou qui ont feuilleté un peu les programmes TV avant de se lancer dans des soirées, voilà, des soirées TV sans trop savoir ce qu'il y avait au programme. Donc je suis tombé sur King Rising 1 et Le Roi Scorpion 3. Et le pire, c'est que ces deux films, c'était à la suite. Enfin, 2 jours à la suite. Donc voilà, autant te dire que j'ai bouffé des films de merde, mais t'inquiète pas, je les ai pas regardés en entier, j'avais pas souffrir. J'avais déjà une idée de ce que toi tu en pensais, donc j'ai simplement regardé dans King Rising 1 l'effet des lianes, tu sais, dans la forêt, attrapant Farmer et ses potes tirés par des poufs siliconés. C'est vrai que même ça, ils auraient pu faire un effort, c'est pas un effet spécial quoi. Et Le Roi Scorpion 3, j'ai pas tenu. Je crois que j'ai eu par contre une autre version, je sais pas s'il existe une version québécoise ou française, mais en tout cas je sais que lorsque le roi Scorpion et Olaf découvrent le portrait du roi, que le roi en question propose à Matthäus pour mériter sa récompense en tant que roi Scorpion, quoi, en tant que vaillant guerrier, mercenaire, j'ai pas eu exactement le même doublage que ta critique. Bon, ça m'a pas plus dérangé que ça, de toute façon j'ai zappé entre ça et Déco une semaine pour tout changer, donc moi mon choix était vite fait. Et pour te dire, entre ces deux films, et même après, je t'ai trouvé des bousasses, mais énormes, ceux dont je t'ai parlé en début de partie. Alors attention, je tiens à t'informer que ces vidéos, même si je te mets les liens dans la description pour que tu ailles y jeter un coup d'œil, ça ne t'est pas imposé. Ouais, j'ai l'impression de mettre les choses au clair, mais t'inquiète pas, je dis pas ça méchamment, parce que je me doute bien que en tant qu'internaute qui t'est fidèle, qui t'est abonné à ta chaîne, et toutes les personnes qui certainement me reconnaîtront, auront vu certaines de mes critiques et sauront de quoi je parle, t'auront également proposé pas mal de vidéos pour de prochains épisodes de Cinératé, qui même à des critiques cinéma, sérieuses donc, sauront à quoi je fais référence, et aucune vidéo bien sûr ne t'est imposée, c'est simplement pour te mettre du rab. Enfin voilà, je te propose des vidéos, parce que crois-moi, il y a de quoi dire. Quand moi j'ai vu ces films, je pouvais pas m'empêcher de me dire, allez, je vais faire une vidéo hommage au ciné-raté, je vais reprendre mon travail d'imitateur et je vais imiter Anthony dans un ciné-raté bonus, on va dire, hors série, vu que c'est pas un des tiens, c'est un des miens, et c'est pour ça que je mettais hors série. Et que je prenais un bonus parce que moi je n'arrive toujours pas à faire un aussi beau montage que toi avec tes commentaires, écrits ou vocaux, dans tes épisodes du ciné-raté, et que les ciné-ratés bonus, justement, ont la particularité qu'il n'y ait pas d'extrait vidéo. Donc voilà, ces films, c'est juste recommandé, voilà, je te les laisse, tu as carte blanche, donc je te laisse des liens, et je vais te les citer par ordre que je les ai vus. Donc, Moby Dick, alors attention, il y a 2 films Moby Dick, il y en a un dont j'ai trouvé le film en DVD sur une brocante, mais où l'année n'était pas inscrite, donc je ne sais pas exactement. Bon, la qualité d'image et le style donc, ont l'air des années 90 plutôt. 3 heures de film, ça c'est le bon. 1h30, Moby Dick 2010, ça c'est le mauvais. Et crois-moi, ce film, ça change des requins, même si c'est toujours une créature aquatique, parce que crois-moi, tu as des perles de clichés, des recyclages de plans. En fait, tu as tous les éléments typiques des films de merde avec ce genre de créature. Mais vraiment. Ensuite, j'ai vu, alors ça, c'est un indicateur de film à chier. Faites attention lorsqu'on vous propose des films où on vous fait genre, où on vous marque en titre créature bizarroïde versus bizarroïde créature. Hein, voilà, parce que ça, c'est un bon indicateur de film à chier. Ne tombez pas là-dessus, faites gaffe, zappez ou ne faites pas comme moi. J'ai sacrifié 2 de mes soirées à regarder ces films. Parce que franchement, j'étais vraiment prêt, comme je te dis, à t'imiter, à me faire mon avis. C'est pour ça que je te les recommande. Moi, je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc, j'aurai même mes combos de commentaires préparés, qui sait. Mais ces films, franchement, ils méritent pas de vivre, quoi. Oui, alors, ils méritent d'aller dans l'enfer, des films pourris, et de te faire face. Alors, Mega Shark versus Crocosaurus. Tu vois, rien qu'à la lecture du titre, rien qu'à l'écoute, hein, tu la sens la merde, hein? Tu sens la merde de Bouzasse arriver là, tu la sens comme ça. Bon, déjà à lire c'est pas agréable, à prononcer ça t'arrache la gorge, mais alors au visionnage du film ça t'achève, clairement. Donc là, comment te dire,
de ces créatures. Pour le casting des acteurs, je dirais que c'est l'équipe typique cliché que tu sais très bien classer et qualifier dans ta critique de Battleship. Et pour ce qui est des créatures, c'est de la merde en boîte. Comme par rapport au requin, ce qui pourrait faire référence à Shark Attack 3 Mégalodon. D'ailleurs, c'est un mégalodon à nouveau dans ce film, face à un crocodile géant. C'est pas tout, je te propose également Dino Croc versus Supergator. On sent l'originalité, tu vois, à travers les titres. Et ben là, c'est clairement on veut te faire un croisement entre un dinosaure et un crocodile, alors que c'est juste un crocodile géant hissé sur ses deux pattes arrière, et un croisement avec un crocodile et un porc-épic. Voilà, c'est épique comme film, franchement, je te les conseille, je te mets les liens dans la vidéo, parce que ce sont sur des chaînes que j'ai vues en replay, c'est pas des DVD, je suis pas au point d'acheter des DVD aussi merdiques que ça, quoi. Bref, en tout cas, voilà, autrement, j'ai même aussi... je pourrais même te conseiller, comment ça s'appelait, Sharkman. Ouais. Là, clairement, j'étais achevé, il était minuit 30, je crois que j'ai éteint ma télé à ce moment-là, parce que je pouvais pas le regarder jusqu'au bout, j'allais pas me faire du mal pour rien, quoi. Voilà. Alors, je te demande juste 2 minutes, parce que j'avais préparé un petit speech que j'ai oublié d'écrire en rentrant, pourtant j'avais l'idée... tu sais, j'étais en train de parler tout seul dans la rue, je me préparais à cette vidéo, donc attends. Voilà. Ces films, je t'ai recommandé. Carte blanche, je t'ai laissé. Rien ne t'est obligé. Tu pourras les regarder tant qu'il te plaît. Je ne veux pas les laisser vivre. Fais-les souffrir. Tu es le cauchemar des films pourris. Ne les laisse pas leur vie. Je te souhaite une bonne rentrée et bonne continuation, Anthony du Ciné Raté. Voilà, c'est pas de la grande poésie, mais c'est exactement ce que j'essayais de formuler, voilà, pour te dire que ces films, il faut leur passage. J'ai même vu des commentaires dans tes dernières vidéos, comme quoi il y avait d'autres personnes qui avaient regardé à la télé ces films. Donc pour te dire, je suis allé à la pêche aux emmerdes et je les ai trouvés, quoi, ça y est. Hein, fais-les entrer dans l'enfer des films pourris. Tu es leur pire cauchemar. Faudrait que je me calme quand même un peu. Bref, voilà cette vidéo pour te remercier, te souhaiter une bonne continuation, une bonne rentrée. Si vous avez aimé cette vidéo pour la dernière de la rubrique cinéma, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur j'aime et en me laissant un commentaire. Je les lis tous, je réponds à tous au maximum. Si vous faites partie de ceux qui ne se sont pas encore abonnés, eh ben... abonne-toi si t'es cap. Et merci encore de me suivre. J'ai fait des remerciements dans la dernière vidéo de la rubrique jeux vidéo. Mais je remercie encore mes abonnés qui me sont fidèles, les gens qui me suivent sans être abonnés. Il faut vous abonner, dépêchez-vous, allez-y. Bonne nouvelle, donc comme j'ai dit, j'ai enfin installé une page Facebook à ma vidéo. Donc là où je critique un peu le cinéma, enfin ce que je vois, ce qui me plaît, les imitations. Je mets des images, enfin c'est assez sympa. Je vais également, donc bien sûr, dedans lancer séquence doublage que je mettrai mois par mois, qui paraîtra avant sur YouTube, sur Facebook avant YouTube. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et bye, see aim.